Ok. Bon, bah, maintenant, c'est des jeunes de la DTRE. Ils ont plusieurs projets à nous montrer. Ben, je vous remercie de votre accueil pour les membres de la DTRE. Donc, je vous présente François-Xavier Somme, chargé de communication au sein de la DTRE, première année au sein de la DTRE. Donc, je vais vous présenter un projet qui va être effectué l'année prochaine. Donc, le projet s'appelle Dive, ce qui est donc un drone sous-marin. Présentation du projet rapidement. Notre objectif à nous, au sein de la DTRE, c'est de réaliser un drone sous-marin qui a comme objectif d'être sans fil et d'avoir une transmission d'informations sans fil sous l'eau. On s'est rendu compte au fur et à mesure de nos études qu'il était très difficile de sortir d'un environnement air et d'un environnement eau. Donc il a fallu donc trouver une alternative. Donc il faut utiliser une bouée pour la transmission de l'information vers l'air et vers l'eau. Donc on va donc réaliser une bouée qui permet de faire la transition, qui l'utilisateur va utiliser une télécommande pour guider le drone sous-marin. Donc, on a différentes étapes pour la réalisation du projet. Donc, il faut déjà réussir à faire la transmission bouée et drone. Également, après, donc, il faut comprendre et réaliser la transmission télécommande et bouée, puis réaliser le drone. Et ensuite, la première étape la plus importante quand même, parce que si notre drone n'est pas étanchéisé, tous nos composants seront morts, tout simplement. Donc, ça ne sert à rien de réaliser le projet si on n'a pas fait d'études d'étanchéisation du drone. Donc, c'est tout cela que l'année prochaine, nous allons étudier au sein de la DTRE. Déjà, nous avons fait la base du projet Dive, en commençant par faire une modélisation de notre drone sous-marin via SolidWorks pour les différents composants. Donc déjà, nous avons commencé par le châssis du drone. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est les différentes pièces qui ont été réalisées via SolidWorks. Donc le support et la modélisation du châssis. Également, nous avons pris en compte le fait que nous allons devoir placer différents composants, comme par exemple, nous voulions réaliser un drone sous-marin qui puisse obtenir des informations via une caméra et également avoir une luminosité suffisante pour obtenir des images nettes. Donc c'est pour ça que nous avons des différents emplacements dans l'emplacement 1 par exemple. Ensuite, les emplacements des hélices et le support pour les composants électroniques. Déjà, la diapo est déjà finie, mais je suis désolé. Ah bah, excuse-nous, on n'a pas vu les diapos défiler. Hein. Vraiment désolé. On n'a vu aucune diapo défiler, nous. Alors là, c'est... On est resté sur la première. Ok. FX, j'ai réussi à retrouver les diapos, si tu veux, je peux les ramener. Mais je vais... on va reparler dessus. Je vais développer un petit peu et je vais vous montrer un peu plus en détail sur ce quoi on a travaillé. On va voir si ça passe un peu mieux chez moi. Vraiment désolé pour l'accident technique. Oh, t'inquiète pas. Tu peux arrêter ton partage d'écran, FX? Ça marche. Et vraiment désolé. Là, normalement, le partage d'écran est déjà fini. Très bien. Donc, on va commencer avec une petite vidéo de présentation. Pour le truc que je mettrai sur YouTube, tu m'enverras la vidéo. Ça marchera mieux que par l'enregistrement. Possible. Bon, en gros, les diapos qu'on avait fait, je ne sais pas si vous pouvez voir. Celle-ci. Justement, une question entre le drone et la bouée. Le câble, vous avez utilisé quoi exactement? Parce que le problème du câble, justement, il y aura un problème de flottabilité, il reste de remonter le drone, non? Alors, justement, le principe, c'est de ne pas utiliser de câble et c'est de faire une connexion non filaire entre la télécommande et le drone. Et comme il est quasiment impossible d'envoyer un signal depuis l'air sous l'eau à cause de la différence entre les deux milieux, on utilise une bouée qui va être utilisée comme interface. Pour cela, en gros, on envoie le signal en infrarouge jusqu'à la bouée. La bouée va faire une transition et envoyer sous l'eau le signal en ultrason
jusqu'à notre drone. Et le drone va faire le chemin inverse pour envoyer l'image vidéo jusqu'à la télécommande. Tu vas récupérer une image vidéo avec de l'infrarouge? Avec communication bouée et le bateau? ultrason et après ouais, entre la bouée et le bateau, c'est de l'infrarouge. Pour l'instant, c'est comme ça qu'on prévoit de le faire. Ouais, pas de Et problème. l'objectif de la bouée, quelque part, c'est de réduire la distance pour la transmission d'ultrasons entre la bouée et le drone, c'est ça, non? Parce que sinon, tu pourrais partir en ultrason. Alors, il y a de ça. Il y a de ça, mais si on avait directement envoyé le signal en ultrason depuis l'air, à la jonction entre l'air et l'eau, on aurait eu une déformation du signal et on n'aurait pas pu directement envoyer le signal jusqu'au drone. Ou alors il a fallu un signal extrêmement puissant et beaucoup de pertes de signal. Ça c'est clair, mais donc en fait, si c'est à partir du bateau, mettons que tu mettes ta bouée au niveau du bateau dans l'eau, après c'est juste, c'est une question de portée des ultrasons. J'ai pas compris En la fait, question. tu pourrais très bien te mettre ton transducteur ultrason, tu pourrais très bien le mettre dans l'eau au niveau du bateau, quoi. Oui, oui, c'est ça. C'était juste pour imager la situation. En gros, la bouée est juste sur l'eau, elle sert juste de transition entre l'air et l'eau. Mais on peut très bien la mettre directement au niveau du bateau ou de la terre. Voilà. Ouais, ok. Elle est là juste parce que c'est compliqué de faire la transmission directement depuis l'air jusqu'à l'eau. Après, voilà, on avait commencé à faire quelques modélisations des composants qu'on voulait utiliser. Donc, on avait commencé à modéliser juste avec le logiciel SolidWorks la coque du drone et quelques supports de cartes. Et à l'intérieur du drone, si vous pouvez voir, en gros, on a plusieurs supports de cartes, supports intégrés à l'intérieur de la coque de la drone sur laquelle on va poser une grille. Et sur cette grille, on va venir poser les composants électroniques à l'intérieur du drone. Donc, tu fais de l'infrarouge, tu vas devoir être super directionnel quand même. Ouais, c'est un problème. Et le mouvement de l'eau, tout ça. Donc, je me demande si c'est une bonne solution, l'infrarouge. Alors, c'est la première solution qu'on a eue. Après, on est aussi là pour vous demander conseil vis-à-vis de notre projet pour voir si vous avez potentiellement des aides à nous fournir ou des solutions alternatives. Du câble. Alors, justement, le lien avec la bouée, si la bouée, il suffit de la mettre dans l'eau au niveau du bateau, un câble, c'est très bien. Ouais, tu mets un câble entre la bouée et le drone, et entre la bouée et là où tu te situes sur le bateau, tu le fais en classique, quoi. Voilà. Après, le défi technique qu'on s'était lancé, c'était justement de faire une connexion non filaire. Entre le bateau et la bouée que tu émerges, tu mets un câble. Par contre, entre la bouée et le drone, là, il faut trouver un moyen de communication sans fil. La première question pour moi, c'est la distance à couvrir. En fait, il faudrait peut-être préciser, c'est quoi votre objectif de distance entre les éléments, quoi. Puis, en fonction de ça, tu définis les technologies. Parce que juste un petit truc. Évidemment, j'ai plein d'infos, en fait, tout ce que vous voulez savoir là-dessus. Ouais. Parce que c'est mon domaine. Mais je te laisse finir la présentation et après je te dirai ce que j'en pense. Voilà, parce qu'il y a plein de choses à dire. Voilà. Oui, on suppose que. Je te laisse continuer. On avait quasiment fini après sur la présentation de ce projet. On avait quelques parts de modélisation pour le support de la caméra et des lampes frontales pour pouvoir voir sous l'eau un peu mieux et des moteurs à ce niveau-là. Sur la modélisation 3D, c'était à peu près tout ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Après, c'est un projet qui est censé se faire cette année, donc il n'est pas très avancé encore. Pour justement pour le mettre en profondeur, ce drone, il y aura un système de ballast ou il serait capable de rester en milieu d'eau, entre guillemets? On a prévu entre guillemets, de le lester pour qu'il ait exactement la mosaïque de l'eau et comme ça il reste à la hauteur qu'on veut. Ok. Mais comment il remonte si tu le laisses? On avait, ouais, avec les systèmes de moteur.
D'accord, mais si tu n'as plus de batterie, du coup, il reste dans l'eau? On a prévu un système de sécurité qui est sur la bouée avec un système de treuil et un câble physique juste au cas où on n'a plus de batterie ou le système de communication ne fonctionne pas. C'est un Tu veux système dire de qu'il n'est pas sécurité. filaire, mais il est filaire quand même. C'est ça. En gros, il Le est fil d'Ariane. communication sans fil pour juste pour le système d'innovation. Et après, on garde quand même une sécurité filaire au cas où pour éviter de perdre ce qu'on a fait. D'accord. Ok, donc, un treuil. Hein. Si tu veux, je peux te donner quelques indications. Tu peux revenir à la partie communication? Bien sûr. Communication. Ici. Au tout début, ouais, voilà. Donc, ouais, c'est bon. Donc, en fait, ouais, c'est assez classique. Alors, juste pour commencer, j'ai déjà croisé des étudiants, des projets, enfin des gens qui faisaient des projets. En général, ils arrivent à faire 5% de ce qu'ils avaient prévu de faire. Voilà, je te le dis tout de suite. C'est pas tellement l'étanchéité qui est difficile parce que à la fin, quand on en a marre, on va chercher du silicone au magasin de bricolage, on met du silicone partout et puis finalement, on fait un truc étanche. Voilà. Donc à la fin, on y arrive. Non, c'est plus pour les restes, la communication, c'est assez balèze. Bon. Moi, la première remarque, c'est, je dirais, un truc classique en général, on met plutôt entre la bouée et le bateau, on met en général du Wi-Fi parce que c'est très facile, on met une Raspberry dans la bouée, on se connecte direct, c'est très facile. Ça, enfin, voilà. Moi, je ne vois pas trop l'intérêt de l'infrarouge là-dessus. Ensuite, sur la partie ultrason, il faut dire que l'ultrason dans l'eau, c'est très, 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 très difficile. Globalement, c'est faut être super fort en traitement du signal pour trouver ce qu'il faut. Ou alors, on peut acheter des transducteurs pas chers à 800 €. Voilà. Donc, vous pouvez effectivement acheter le moins cher du marché. Je crois que c'est le Tritech. C'est un modem. Alors, accroche-toi bien. Hein. C'est 40 bits par seconde. OK. Donc, tu auras droit à 40 bits par seconde à 800 €. D'accord? Donc, Ouais, d'accord. Donc, tu vas être on va super content. la méthode. Voilà. Pour la vidéo, c'est un peu short. Hein. Ouais, ça va être un peu short. Alors, tu pourras, enfin, on peut faire des trucs sympas d'ailleurs. C'est très utilisé. Hein. Le Tritech, c'est une star. Hein. Le truc à peut-être 600 €, tu l'auras. Mais bon, il est super connu. On peut s'amuser à trouver les distances parce que quand on fait de l'ultrason dans l'eau, tant qu'à faire, on fait un ping, tout de suite on a une distance. C'est vachement sympa. Mais voilà, tu pourras avoir la température au fond de l'eau, ce genre de choses. Mais même de la télécommande en temps réel est difficile. Voilà. Après, il y a plein de choses. Après, je vais te vendre ma techno que j'utilise sur mes robots poissons, c'est de l'optique. Là, c'est aussi beaucoup d'années de développement, mais bon, ça marche. Enfin, il y a quand même des choses qui marchent dans l'eau. Hein, on en a besoin. Alors, l'ultrason, c'est vrai que ce qui est bien dans l'eau, c'est qu'on peut avoir de très longues distances. Avec des puissances qui ne sont pas énormes, on peut faire facilement des kilomètres. Enfin voilà, en mer, c'est très utilisé, c'est plutôt sympa. C'était pour ça qu'on avait pensé à l'utiliser. Ouais. Et je ne pensais pas que ça serait si peu de données par seconde et aussi difficile à utiliser. Ouais, il faut voir que l'ultrason dans l'air, pour tout ce qui est radar de recul des voitures, tout ça, c'est vrai que ça ne marche pas très bien dans l'air. On arrive à faire 10 mètres. Dans l'eau, voilà, c'est génial, ça part loin. Mais l'inconvénient, c'est que ça se réfléchit sur tout. Bon, donc l'ultrason en aquarium, il ne faut pas essayer d'y compter. C'est comme faire un concert dans un ascenseur, hein, faut pas trop y compter. Dans une piscine, déjà, c'est très dur. Même le Tritech, qui est un modem professionnel qui est quand même assez évolué. Alors, c'est quand même des modulations assez spéciales. Voilà, il est quand même, il marche pas forcément bien si tu es trop près des bords parce qu'il y a un écho énorme. Hein, c'est un écho monstrueux. Voilà, donc globalement, c'est sympa l'ultrason, mais bon, voilà. Donc, tu pourras faire des choses en tant que maker, tu peux faire des choses, mais faut tout de suite se dire que
tout ce qui est communication, voilà, on va l'acheter. Dans l'eau, il faut que tu achètes un truc si tu veux commencer à faire des choses. Si tu commences à dire, moi, je vais faire mon petit truc, ultrason dans mon coin, ou même optique, tu vas pas y arriver. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est mon avis là-dessus. Après, il y a plein de projets sympas. Tu peux avoir le jackpot. J'en connais, voire moi-même. Enfin, on essaie tous de faire des projets. Moi, il y en a certains que j'ai proposés avec des cracks, enfin, des gars qui sont super balèzes en traitement du signal. Donc, il y a des choses auxquelles on pense. Alors, il y a des modems. Si tu mets le prix, parce que là, je t'ai parlé des petits prix. Si tu as quelques milliers d'euros à mettre dans ton modem, là, par contre, tu vas pouvoir avoir des débits sympas de quelques kilos, voilà, quelques kilobits par seconde. Donc là, tu pourras presque faire de l'audio. Ouais, voilà, tu pourrais faire de l'audio. Voilà. Donc ça, tu pourras effectivement faire des choses. Il y a des choses dans le marché. Quand tu mets le prix, tu peux avoir des choses sympas. Voilà. Donc ça, c'est sur la partie communication. Donc c'est pour ça que je recommande fortement de faire un truc à fil, ou je sais pas, en tout cas si ça vous dérange pas au début, en tout cas de dire on met le fil, on va faire notre robot, et puis ensuite une fois que tout ça marchera nickel. Voilà, donc ça va vous occuper un petit peu. Donc une fois que ça marchera nickel, vous pourrez essayer de trouver un autre système de communication. Voilà. D'accord, ok. Très bien. Je pense que là, pour le coup, le câble sous-marin, ça coûte moins cher. Oui. alors le câble, ce qui est génial dans le câble, c'est que tout de suite, parce que là, il y a beaucoup de robots, d'ailleurs sur le marché. Tu peux en trouver plein. Tu peux aussi acheter un robot et puis le modifier. Par exemple, si tu veux faire que de la communication, s'il y a ça qui t'intéresse, je t'invite à acheter un robot sur le marché. Alors, c'est quand même pas donné. Il faut sortir au minimum quasiment 1 000 euros. Mais bon, pour 1 000 euros, tu vas avoir tes moteurs, ton système, tout. Et tu pourras là t'amuser à enlever le fil d'un produit commercial. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est faisable. Après, tu peux… Après, il y a aussi les robots, enfin les robots sous-marins ROV là, qui sont en open source aussi. Oui, il y a pas mal de choses en open source. Il y a d'ailleurs, alors, je disais justement au niveau de la communication, à partir du moment où tu as le fil, ce qui est génial, c'est que tu as deux méthodes. Alors, il y a la méthode effectivement je crois que c'est Open, il y a de OpenROV, il y a des systèmes avec des paires torsadées qui te permettent de passer de la vidéo de façon sympa pour les plus petits budgets. Mais sinon, il y a beaucoup de robots effectivement qui embarquent leur propre énergie. Et la seule chose qui va à la surface, c'est la fibre optique. Là, c'est la plupart, il y a beaucoup de petits sous-marins semi-professionnels qui marchent avec une fibre optique. Et là, bon, c'est génial parce que tu peux vraiment faire de l'exploration, aller au fond des lacs, tu peux vraiment t'éclater. Voilà. Et puis il y a du débit, en plus, avec la fibre. Ah bah voilà, avec la fibre, tu peux vraiment faire un truc, tu peux bidouiller un truc toi-même qui fait que tu auras de l'Ethernet, quoi. Voilà. Tu as de l'Ethernet, et une fois que tu as de l'Ethernet, avec une Raspberry, tu pourras faire de la télécommande, du flux vidéo, tout ce que tu veux. Voilà. Ok. Voilà. Sinon, à part la communication, pour parler donc de ce que tu disais sur l'équilibrage d'un robot, alors il y a Archimède, tu connais comme moi. Ce que ne dit pas Archimède, c'est qui du coup est un peu une conséquence d'Archimède, c'est qu'en fait tout corps creux plongé dans un liquide est pas équilibrable, tout simplement pour la bonne raison qu'il a tendance à s'écraser avec la pression. Donc, si tu essaies de l'équilibrer le plus possible, le mieux possible, il va flotter quand il sera en surface et il va couler quand il sera au fond. Parce qu'en fait, en surface, il va se détendre, donc il va flotter. Et quand il sera au fond, il va s'écraser sous la pression, il va rester au fond. Donc, si tu veux vraiment faire un objet qui est entre deux eaux, donc ça, c'est ce qui se fait beaucoup, ou avec des turbines qui le montent, on a intérêt à éviter la déformation le plus possible, c'est-à-dire essayer d'avoir les choses les plus rigides possibles et le moins de corps creux possible. Il faut que ça se déforme le moins possible pour que tu puisses l'équilibrer et que du coup, tu ne sois pas handicapé si ton robot, tout à coup, il est au fond. Voilà. Et après, tu peux faire un petit système avec une seringue. Enfin, il y a plein de choses sur Internet c'est beaucoup utilisé dans les sous-marins. Si tu mets une sécurité qui fait que si jamais tu veux faire tu peux aussi faire un robot autonome.
Tu dis qu'il n'y a pas de fil, voilà, il va aller se balader, il va prendre des vidéos. Et ensuite, tu peux mettre un système avec un timer qui va remonter automatiquement, donc avec un piston qui va augmenter le volume de déplacé. Et donc, tu peux aller faire comme ça, t'amuser à faire des vidéos approximatives, tu peux peut-être attraper des poissons au passage. Et à ce moment-là, donc, au bout d'un moment, avec un timer, le robot remonte. Voilà, ça, c'est faisable aussi. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir le fil pour, entre guillemets, éviter de perdre un robot. Par contre, après, bon, c'est sûr, si tu es dans la mer, il vaut mieux avoir un gros flash lumineux pour arriver à le retrouver après, une fois qu'il remonte. Oui, je comprends. Mais si c'est dans un petit lac, il faut qu'il y ait un petit truc qui dépasse orange et tu vas pouvoir le retrouver. Voilà. Donc, il y a plein de trucs sympas à faire dans l'eau. Je t'invite à le faire, mais c'est d'y aller petit, quoi. Voilà. Et question, vis-à-vis de l'équilibrage, est-ce que ce serait pas du coup plus efficace d'avoir un système naturellement couvré avec 4 hélices et qui propulserait toujours vers le haut et qui ferait une sorte de maintien entre le fait qu'il coule et les hélices qui propulseraient vers le haut, vers le fait qu'il remonte? Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que j'explique. Oui, il y a beaucoup d'architectures où je dis donc on essaie de faire, parce qu'il y a aussi le système, quand je disais de ne pas faire de corps creux, on peut faire un système tout simplement, où c'est un cadre, hein, comme un cadre où tu mets les spots pour le spectacle, tu vois, tu mets un cadre avec, et puis tu mets tous tes moteurs, tu te fixes tout sur le cadre, et toutes tes parties électroniques, c'est des choses qui sont les plus petites possibles et qui sont noyées dans du silicone, par exemple. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, tu peux utiliser une structure à plusieurs hélices, dont 2 hélices qui vont faire la montée et la descente et qui vont orienter la trajectoire vers le haut, vers le bas, et puis des hélices qui poussent à l'arrière. Voilà, c'est possible. Ok. Voilà. Ok. Ton histoire, Christophe, justement, de flottabilité, là, si tu le laisses de trop, ou tu le laisses pas assez, il va rester en surface, il va arriver en milieu d'eau, puis après, il va pouvoir remonter. C'est quelque chose qui se provoque automatiquement sur des grosses profondeurs, ou ça peut se faire genre à 1 mètre de profondeur et le truc qui coule tout de suite? En fait, en pratique, je ne sais pas si vous voyez, pour ceux qui ont déjà vu plusieurs fois les vidéos de mes robots poissons, il y a une petite balise, qu'on utilise, on voit dans la vidéo, où le plongeur il utilise pour attirer les robots poissons. Donc c'est tout simplement une petite, un petit tube, un genre de petit tube, un peu comme les tubes de médicaments, mais un peu flexible. Voilà. Et j'avais fait un système où en fait, par déformation, on appuie sur le bouton. On appuie sur le bouton et puis du coup, ça fait le signal lumineux. Bon, ben, ce système-là, moi, j'ai été étonné moi-même de voir qu'à partir de 3 mètres de profondeur, le bouton s'appuie tout seul. C'est-à-dire que j'ai plus besoin d'appuyer avec le pouce. Ça appuie. Voilà, c'est ça, c'est cette fameuse balise. Donc celle-là, à partir de 3 ou 4 mètres de profondeur, le bouton s'appuie tout seul parce qu'il y a beaucoup de pression. Voilà. Donc voilà, ça dépend un peu de tout, de quel type de déformation c'est. Mais oui, c'est vrai que la pression, ça va assez vite. Après, là, le robot Gestico tel qu'il est fait, il est quand même assez rigide et on n'a pas de problème. On n'a pas de problème. De toute façon, il est équilibré pour pouvoir remonter avec sa vitesse. Donc, même si c'est crasse qu'il a tendance à couler, avec la vitesse, il va remonter. Voilà. Ah, j'avais jamais vu ces vidéos. Très très classe ces robots. Ouais, il y a un petit peu de boulot. On se doute. Voilà. Il y a beaucoup même, je pense. Ouais, il y a beaucoup de boulot. Pas, tu dois nous programmer une présentation officielle dans l'apéro. Hein. Ah ouais, oui, pareil. tu ramènes l'aquarium. Hein, Christophe, tu ramènes l'aquarium, on ramène la flotte, on met les poissons dedans. Ah, c'est obligé. J'ai déjà présenté les poissons robots dans le passé. Hein. Quand je dis ça, je dis rien. Hein. Oui, juste le robot lui-même, il était hors d'eau. Non, mais ouais, on va voir. Là, c'était un peu juste là en ce moment. Mais ouais, peut-être, effectivement, peut-être le mois prochain, je sais pas, mais voilà, on va voir. Après, je me pose toujours des questions avec tes robots poissons parce que j'ai travaillé dans un domaine à un moment donné industriel qui n'a pas grand-chose à voir, mais qui est dans le domaine du remplissage et bon, c'est les milieux humides. Et quand tu as de l'électronique, c'est toujours un problème. Et j'avais un vieux collègue qui me disait qu'un système étanche, par défaut, c'est un système qui se remplit mais qui ne se vide pas. Et donc, quand tu prends ça comme principe, je me pose toujours la question comment tu gères sur le long terme l'étanchéité dans tes petits robots poissons. Parce que
faut vraiment garantir une étanchéité sur le long terme, quoi. Ah oui, alors il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que les robots tels qu'ils sont là, ils sont pas hermétiquement fermés absolument. Ils ne peuvent pas, d'ailleurs, il faut pas, parce qu'il y a des accus. Et les accus, que ce soit lithium et lithium, alors là c'est DNIMH qu'on a, mais que ce soit lithium, il faut que ça respire. Donc normalement, on n'a même pas le droit de mettre des accus dans quelque chose de complètement étanche. Surtout si en plus on fait de la charge. D'accord? Donc ce qui se passe, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'il y a sur les smartphones. Maintenant, c'est assez classique. Les gens ne font pas attention parce que c'est tellement, ça paraît tellement simple que les gens font pas, voilà, on ne voit pas ce que c'est. En fait, ça ressemble à voilà, une gommette, un bout d'autocollant tout bête qui a collé sur la plupart des smartphones. C'est ce qu'on appelle du Gore, vous savez, le Gore-Tex. C'est cette innovation de plusieurs années, des imperméables qui ne laissent pas passer l'eau. En fait, c'est des fibres qui sont ultra petites et qui, du coup, font l'effet d'une grille sur une goutte d'eau. Et donc, ce qu'on fait, donc ce qu'il y a sous le robot, il y a une petite gommette, voilà, il y a un trou tout simplement fait à la perceuse, parce que c'est après que je me suis aperçu qu'il fallait les mettre. Donc, il y a un petit trou fait à la perceuse de 1 mm de diamètre, et il y a une gommette collée. Et du coup, ce qui se passe, c'est que l'eau ne peut pas rentrer. Par contre, quand on est en charge, déjà, il peut y avoir un échauffement, donc c'est bien que l'air puisse sortir. Mais surtout, si jamais il y a un problème au niveau des accus, s'il y a du dégazage, à ce moment-là, on peut équilibrer en tout cas les pressions. Voilà. Et donc, comme le robot, il faut qu'il se charge, il y a en fait, il ne fait jamais plus de 9-10 heures dans l'eau en permanence. Et pour l'instant, je n'ai pas eu de problème d'eau qui rentrait à ce niveau-là. En tout cas, suffisamment d'eau. Il peut y avoir un peu d'humidité, de buée, mais au bout de 10 heures, voilà, ça ne rentre pas. Voilà. Après, tu parlais de... Pardon? Je cherche la gommette, moi. Ouais. Et sinon, tu parlais de la meilleure étanchéité. Il faut voir qu'il y a comment dire, l'électronique, effectivement, dans l'eau, ça peut être problématique, mais c'est problématique surtout si c'est de l'eau qui n'est pas pure. Voilà. Ouais. Après, de l'eau claire, si on fait des essais, alors bon, je te le dis, je ne fais un peu plus ton prénom, c'est Pereira, c'est marqué. Donc ouais, bon, c'est Lucas, mon prénom. Voilà. En fait, si tu as une carte électronique qui prend l'eau, c'est pas forcément catastrophique si c'est de l'eau claire. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire, mais ça, c'est la règle pour tous les appareils électroniques que vous pouvez tomber dans l'eau. Ce qu'il faut faire, c'est tout de suite, évidemment, enlever la batterie et il faut les rincer à l'eau distillée. D'accord? Donc, à de l'eau de fer à repasser, vous trouvez de l'eau de fer à repasser. Okay. Et par exemple, si c'est un petit appareil électronique, vous faites tremper dans l'eau distillée un petit peu, voilà. Et ensuite, vous le faites sécher. Alors, pourquoi on fait il faut bien, surtout, enlever les particules. Alors, je travaillais avant dans l'aéronautique, donc je connais un petit peu ce qui se passe quand on a de l'humidité et puis des circuits électroniques. C'est surtout quand il y a des tensions, donc qu'il y a par exemple entre deux pistes et puis il y a de l'eau qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on a plus l'eau est ionisée, en fait, plus il y a d'ions dedans, et plus il y a un petit courant qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un courant qui passe, enfin, qui passe à travers la goutte d'eau? La goutte d'eau, au début, elle est un petit peu ionisée, et puis finalement, petit à petit, il y a les électrodes, qui sont les pistes, je sais pas moi, l'étain, le cuivre, qui commencent à migrer dans l'eau. Et donc, on a un électrolyte qui se charge. Enfin, au début, c'est de l'eau juste un petit peu ionisée, et en fait, à la fin, on a un électrolyte qui se crée. Donc, ça fait donc une goutte d'eau qui est bien chargée, qui devient de plus en plus conductrice. Et au bout d'un moment, donc on s'aperçoit, on sèche tout, on dit oh, c'est pas grave, on sèche. On sèche. Une fois que c'est sec, on branche et là on dit ah super, ça marche. Sauf que 2 semaines après, ça ne marche plus. Pourquoi ça ne marche plus? Parce que l'eau, en séchant, a déposé des petites particules d'ions, enfin, c'est-à-dire c'est des oxydes, les oxydes, des métaux, de tout ce qui traînait dans cette goutte, ça s'est déposé.
Et ça a créé un canal qui est plus ou moins conducteur selon l'humidité de l'air. Et donc, si tu testes vraiment bien sec, tu vas dire, ah, mon système, ça marche, il n'y a pas de problème. Sauf que dès que le taux d'humidité de l'air va augmenter, du coup, ça ne marchera plus parce qu'il y aura une résistance entre les pistes. Voilà. Je sors un peu ma science, mais bon, c'est ce que j'ai appris dans l'aéronautique, on faisait des tests. Ok. Non, mais c'est intéressant. Voilà. Donc, si jamais l'électronique, c'est pas forcément figé. Alors, ça peut quand même, hein, des fois, parce que si effectivement, il y a vraiment s'il y a des hautes tensions à côté d'endroits où il ne faut pas qu'il y ait, ben, il y a l'eau, enfin, selon l'eau qu'il y a, ça peut devenir conducteur. Oui. Mais souvent, on arrive à récupérer. Et puis, bien sûr, quand c'est des systèmes radio, haute fréquence, là, forcément, ça ne se passe pas bien parce que on est très, très sensible au moindre petit courant électrique qui peut s'échapper. Voilà. Ok. Et du coup, quand tu as ce dépôt qui s'est déposé, là, tu as un moyen de rattraper le coup ou c'est foutu? Ouais, c'est pour ça qu'il faut très vite tremper dans l'eau distillée, parce que du coup, ça va un peu se… Voilà. Sinon, oui. En fait, ce que je fais, moi, c'est j'ai un petit pipette, vous savez, comme ils ont à l'hôpital, là, voilà. Donc, j'ai une petite pipette comme ça avec de l'eau distillée, avec le petit, vous savez, le petit jet, là. Et puis, donc, en fait, non seulement quand je rince, en fait, à l'eau distillée, c'est avec un jet d'eau un petit peu fort que je mets sur ma carte. Voilà. Donc, moi, je fais que je rince comme ça directement sur ma carte et ensuite, je la mets à sécher. Voilà. Et après, tu ne le mets pas dans du riz? Pardon? Tu ne le mets pas dans du riz? Un sachet de riz? Ah, tu as un sachet pour la sécher? Non, après, je le laisse sécher comme ça. Voilà. Après, donc, là, je parlais de l'eau claire, ok? Claire ou légèrement. Alors, quand c'est de l'eau salée, voilà, là, laissez tomber. Enfin, moi, j'ai plein de cartes qui sont mortes parce que là, c'est vraiment, quand l'eau est vraiment salée, il y a vraiment trop de. En fait, on a adhésion partout, on peut essayer de rincer, c'est cuit. Et puis en plus, souvent, il y a des parties électroniques qui sont foutues. Et surtout, il y a les parties justement qui sont conductrices s'insèrent sous les composants. Alors quand c'est des composants CMS, ça s'insère dessous. Et donc, à part dessouder le composant, renettoyer, ressouder par-dessus, enfin voilà, à la fin, il vaut mieux changer la carte. Voilà. Ok, donc pas faire ces tests en pleine mer. Si, à la fin, mais quand tu commences à avoir une bonne confiance. Les premiers tests, on va éviter. Voilà, tu fais dans l'eau claire. Et puis, toujours de l'eau distillée à proximité pour pouvoir rincer. Voilà. Christophe, tu recharges comment? Du coup, les poissons, tu ne recharges pas sans fil? Moi, c'est par induction que je les recharge. Ah oui, par induction, d'accord. Par induction. Comme ça évite. Et tu ne peux pas recharger par induction dans l'eau? Si on pourrait, mais bon. Tu vois, Margot, qu'il faut refaire un speech complet sur. À chaque fois, je commence à parler. Parce que là, la DTRE, ils ont encore 3 autres projets à présenter, au moins. Ah ouais, désolé. Désolé les gars. Moi, je crois que c'était fini. Christophe a tout monopolisé. Non, mais c'était très intéressant. Ça va quand même bien nous aider. Donc, on le remercie. Une présentation officielle complète. Faut qu'il la prépare, c'est tout. La DTRE, je vous donne la date, c'est bon. Forcément. Bon, j'arrête, je laisse parler. Allez, DTRE, c'est à vous. Oui. Je ne sais pas si Thibaut, notre président. Si, là, normalement, mon micro est de nouveau opérationnel. Du coup, je connais encore quelqu'un, la DTRE, là, je suis perdu. T'es trop vieille, Margot, ça y est. T'es trop vieille. Il y a beaucoup de nouveaux à la DTRE. Oui, il y a beaucoup de nouveaux. On est beaucoup de nouveaux membres. On essaie de la faire revivre un peu. C'est partie de la liste de Thierry. Désolé, j'ai eu un accident technique. Mon interne ne marche plus. Bah, comme ça, c'est réglé. Et tu devais permettre. Donc là, normalement, c'est censé être fonctionnel. Donc, d'un point de vue des projets autres, justement, que Dive, donc on a le projet GLaDOS qui correspond à une réplique de ce robot-là. Et le principe, c'est de faire un système de sécurité personnalisé et personnalisable. Donc au tout début, ça va être simplement une caméra 360 dans un premier temps. Et en fait, l'objectif final, c'est de faire qu'un système qui soit évolutif, donc qui soit capable d'interagir avec les gens qui y passent, que ce soit par exemple en faisant de la reconnaissance faciale ou alors en balançant quelques phrases via des fichiers MP3 ou autres. Et après, on a le projet R2D2 qui a été entamé sous la liste de Baptiste, donc de la DTRE d'il y a 2 ans, qui avait été laissé
dans un coin. Donc je l'avais continué l'année dernière et à cause de la crise Covid, on n'a pas pu vraiment le continuer. Mais sinon, en fait, en soi, on a tous nos composants et c'est juste de l'assemblage qui nous reste à faire. Donc R2D2, d'un point de vue de ses spécificités, il est capable de soulever jusqu'à 80 kg. Il en pèse que 25. Il a une autonomie de 6 heures et il a une capacité de vitesse de pointe d'environ 40 km/h. Oui, on a été un peu vénère là-dessus. Voilà, voilà. Ouais, t'as mis quoi dedans pour qu'il fasse cette vitesse-là? C'est des moteurs qu'on a, enfin que un des étudiants qui nous a aidés là-dessus avait déjà utilisé sur un skateboard électrique. Et en gros, en fait, on a pris le modèle supérieur parce qu'on s'est dit il y aura peut-être un peu plus de charge. Et en fait, au final, les moteurs qu'il avait déjà à l'origine auraient suffi. Parce que à l'origine, en fait, on avait prévu de partir sur des batteries à plomb. Et on est plutôt parti sur des batteries lithium, parce que c'était plus simple à gérer et à recharger. Et donc, en fait, la différence de poids fait qu'on peut arriver à une telle vitesse. Ok. Et tu dis qu'il est capable de soulever 80 kg de charge, mais le châssis va être comment? Le châssis, dans un premier temps, il est fait en bois. Mais le but final, ça serait de le passer sur un matériau plus résistant, par exemple, je sais pas, acier ou enfin métaux, quoi. Elle peut faire 25 kilos là. Pour te donner à titre personnel, j'ai un robot qui, je pense que je ne peux pas le peser là s'il fait 1,90 m et je pense que je suis peut-être pas loin d'avoisiner peut-être sur les 80 kilos vu ce qu'il fait comme poids. Il va falloir le refortifier parce que même moi en bois ou des trucs comme ça, j'ai abandonné. Il y a certaines pièces, il a fallu que je les fasse en acier pur. Bah, je sais Et que ça va. pour les articulations au niveau des bras, il faudra forcément le renforcer parce que le bois qu'on utilise à l'heure actuelle ne risque pas de tenir. Ouais. Peut-être pas que. Enfin bon, après avoir. Et ça fait. Du coup, s'il est plus lourd, automatiquement tes moteurs risquent de t'en prendre dans la tronche. Enfin, je sais pas, je vois ça comme ça. En fait, les moteurs, déjà de base, avaient la capacité de soulever 80 kg normalement chacun, parce que c'est ce qui est recommandé en fait. Ouais, avec 80 kg au centimètre, non? Alors, je sais plus du tout, faudra que je ressorte les fiches techniques. Bon, après, la notion de soulever, là, parce que R2, il a tendance à rouler, là, donc c'est quoi la notion de soulever? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Parce que je l'ai pas Et entendu. qui on t'entend de très très Le loin. moteur, il a la capacité de soulever, mais dans le code applicatif pour le R2D2, là, lui, il roule au sol. Donc, qu'est-ce qu'il doit soulever? Enfin, parce que là, c'est un mouvement horizontal que tu vas faire. C'est pas. Oui, c'est Est-ce que- simplement un mouvement horizontal, mais Et tu en parles gros, en de fait, pompe de ton moteur, c'est ça que tu veux dire, non? à l'origine, on avait prévu qu'il soit capable de se soulever lui-même avec des batteries plomb. Et vu qu'on est passé sur des batteries lithium, c'est beaucoup plus léger. Et Il y a par des batterie plomb, je veux dire des batteries de voiture. Parce qu'il y a des actionneurs linéaires dans les bras, là? Dans un premier temps, non, on va pas en mettre. On va d'abord mettre les bras en statique. On va laisser l'opportunité justement de pouvoir faire les articulations vraiment par la suite. D'accord. Ouais, ouais, je pense que c'est peut-être intéressant de réfléchir à peut-être faire un châssis support le plus léger possible, et après vous faites de l'habillage autour de manière à juste faire l'habillage, mais que ce soit le moins lourd possible. Que vous ayez une trame support au début qui soit bien rigide, et autour un habillage. Et si vous faites tout dans le même matériau, ça risque de vite peser. Bah là, à l'heure actuelle, le tronc qu'on peut voir justement d'un point de vue de la photo du R2, Ouais. enfin du tronc du coup, c'est fait en inox. Ah oui. Au moins, il va pas rouiller. Oui, il va pas rouiller. Après, un des problèmes justement liés à l'inox, pour tout ce qui est soudure, c'est la fumée que ça peut dégager. Ça peut être toxique. Surtout qu'il faut outiller, il faut un MIG, enfin il faut du matériel de Oui, pro pour tuer ça. oui. Moi, j'ai une question sur GLaDOS. Oui. Vous comptez le faire déplacer sur un câble, du coup, enfin sur un rail? En fait, on n'a pas l'intention de le faire se déplacer. On va plutôt utiliser d'abord une simple base
sur laquelle la fixer. Parce que GLaDOS est censé être un robot statique. Donc c'est pour ça que d'un point de vue gestion de déplacement, c'est beaucoup plus simple. Parce que ses seuls déplacements, entre guillemets, c'est simplement ses articulations pour tout ce qui est inclinaison de la caméra ou du bras qui la tient. D'accord, parce qu'à l'époque, on avait déjà parlé de faire ce projet-là, la DTRE, il y a genre 7 ans. Mais c'est En resté. fait, il y a un projet similaire qui a été fait en 2014-2015, qui a été fait sous une base donc, de projet étudiant. C'était l'œil de la DTRE. Et le problème, c'est en fait, le projet s'est simplement basé sur une Raspberry Pi 3, si je dis pas de bêtises à l'époque, et une caméra Raspi qui était intégrée directement dessus avec un petit système de servomoteur. Mais en fait, le code n'existe plus. Enfin, il reste encore le dépôt Git, donc en soi, tout est récupérable. Ah bah c'est déjà ça. Donc voilà. Ok. Il ne reste plus qu'une présentation. Bonjour, donc je me présente, Théo Aymar, donc je suis trésorier de la DTRE et du coup je vais vous présenter donc 2 projets. Alors, normalement, hop, c'est bon, vous avez bien la présentation, vous m'entendez bien, pas de souci? Oui, pas de souci. Parfait. Alors, donc du coup je vais vous présenter 2 projets de la DTRE. Donc Rover, qui est tout simplement un rover spatial mais sur Terre, donc on va recréer entièrement, et Dekino, qui est un drone qui a pour but de récupérer les déchets sur un lac ou des petites surfaces d'eau. Donc Rover, donc c'est basiquement un rover spatial mais qu'on va recréer sur Terre avec du coup tous les problèmes qu'on va avoir liés à la gravité et tout ça. Le but, donc, c'est d'ajouter des capteurs pour pouvoir récupérer des informations sur le sol et à la fin d'avoir une bonne représentation de à quoi peut ressembler les rovers spatiaux. Donc voilà. Donc Dekino, c'est un projet qui a été déjà commencé, donc on peut voir un modèle 3D de à quoi est-ce que ça ressemblait. Donc son but, c'est de récupérer donc les déchets à la surface de l'eau. Donc pour ça, il a des capteurs ultrasons pour détecter détecter où se trouvent les petits déchets et à quel endroit se trouve la rive pour l'éviter. Donc il a une forme de canard pour essayer de se de rester proche de la faune. Au niveau de l'avant du drone, on peut voir un petit capot pour récupérer donc les déchets. Et donc c'est un projet à but écologique et donc pour l'environnement et en même temps qui ne fasse pas peur à la faune locale. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, il faut le commercialiser pour le mettre dans les piscines pour ramasser tout ce qui est à la surface de l'eau. L'écologie, c'est cool, mais ça, vous allez gagner du fric. Merci. On risque pas de le. Enfin, c'est une possibilité de le commercialiser, mais pour le moment, on est juste à la création pour l'association, mais on garde ça en tête. Et puis, franchement, point bonus pour le canard. C'est une très bonne idée du groupe. Malheureusement, il est pas. Enfin, le groupe qui a eu l'idée de projet fait pas entièrement partie de la DTRE, mais une certaine partie, enfin, un membre du groupe a rejoint la DTRE, donc il a très envie de continuer son projet qui n'est pas encore terminé. Donc, on espère l'aider pour ça. Il y a de quoi faire, il y a plein de masques à ramasser à la surface de l'eau. C'est ça. Et au niveau des capteurs du rover, pour le sol, analyse de sol, vous pensiez à quoi? Alors pour le rover, on n'a pas encore vraiment étudié l'idée. C'est vraiment genre l'idée est assez récente, donc on n'a pas sur les capteurs, on ne sait pas encore. Je pourrais pas vraiment vous dire dès maintenant.
Et ce que vous avez montré, c'est une structure, c'est Curiosity, je présume, ou une version dans ce Il me genre-là? semble que c'est Curiosity. Oui, c'est une représentation de Curiosity. Ouais. Et parce que Curiosity. C'est Persévérance. Non, c'est. Ah oui, c'est le dernier, il n'est pas encore, pas encore arrivé, celui-là. Parce que c'est pas les mêmes roues. Et parce que là, les roues, elles sont normalement indépendantes et motorisées séparément, quoi, ces roues-là, normalement. Donc, vous comptez reprendre le même principe, parce que c'est quand même assez, déjà assez challenge, en quelque part, de faire ça dans. Alors, je ne pense pas qu'on va reprendre le même principe. On va essayer de faire avec les moyens du bord. On n'a pas autant d'argent que la NASA, malheureusement, ni les compétences. Du coup, on va essayer de faire un peu à notre manière le rover. D'accord. Il y avait un principe qui était intéressant, qui était très sympa sur Curiosity. Je ne sais pas s'ils l'ont reporté sur celui-là. C'est qu'il y avait un bras qui transférait l'effort latéralement d'un côté à l'autre, ce qui lui permettait que quand il passait sur un caillou, en fait, il compensait de l'autre côté avec l'autre roue de manière à garder son horizontalité. C'est un principe de base tout simple, mais qui avait été mis en place. Je ne sais pas, vous pouvez regarder, vous verrez ça. Ça a fait un bras de levier qui est sur la partie haute du robot. Et rien de ce principe-là, c'est sympa à mettre en œuvre parce que c'est de la simple physique, mais ça permet de maintenir naturellement l'horizontalité du robot. En fait, même Ouais, s'il est sur un caillou. C'est vrai que c'est très intéressant parce que surtout que vu que là on est sur Terre, donc avec va falloir regarder encore plus l'axe de gravité, donc c'est sûr qu'il y a des chances qu'on reprenne cette idée. Ouais, cette idée-là, je pense, était assez bonne. À quoi ça sert d'avoir 6 moteurs indépendants sur Curiosity plutôt que 4? Je pense qu'à mon avis, c'est surtout par rapport à la surface au sol. Vu tout ce qu'il y avait embarqué, il fallait aussi qu'ils mettent un certain nombre de points de contact pour éviter aussi d'enfoncer dans le sol. Donc, ils ont dû arriver à 6. Après, c'est vrai que il y a des risques s'ils ne sont pas tous mis suivant un angle correct, qu'il y ait des phénomènes de glissement relatifs d'une roue par rapport à l'autre. Mais bon, jusqu'à l'heure, ça a l'air d'avoir bien fonctionné, quoi. C'est pour ça en fait qu'ils sont. Attends, je ne sais pas s'il y a le micro. Je ne sais pas si on m'entend, oui. Oui, on vous entend. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des moteurs. En fait, les moteurs sont séparés. C'est pour avoir des vitesses de rotation différentes selon les angles des roues. Oui, c'est ça. Voilà. Alors moi, je travaille sur un projet qui est tout à fait ça en fait. Je suis en train de refaire ce rover voilà, à une certaine échelle. Et effectivement, la plus grosse problématique, c'est la partie mécanique en fait. Voilà, sur le slide, il y avait, on parle de 8 moteurs. En fait, il y a 10 moteurs. Hein. Il y a 4 moteurs pour la direction et il y a 6 moteurs pour les roues. Donc, c'est les roues avant et arrière qui sont directrices. Donc, ça fait 4 moteurs déjà pour la direction. Voilà. Mais sinon, entre le rover Curiosity qui a été envoyé il y a quelques années et Persévérance qui va être envoyé là, dans une vingtaine de jours, c'est les mêmes rovers, sauf qu'il est un peu plus lourd le nouveau parce qu'ils ont mis un peu plus de matériel, un peu plus de sondes, mais c'est à peu près vraiment la même base. Hein. C'est des rovers qui font pratiquement 1 tonne sur le sol terrien. Ouais. Ce qui est génial, c'est le système proposé avec le Skycrine là, sur Mars. C'est splendide, ça. Ouais. Et le système de dépose au bout des câbles, hein, en fait. C'est ça, là, voilà, tout à fait. Il y a pas mal d'actualités hein, si on suit côté NASA, là, parce qu'en fait, il y a un chronomètre là, qui est en route et dans à peu près une vingtaine de jours, hein, il y a le décollage donc de ce rover là, de Persévérance pour un atterrissage sur Mars en février. Donc, il y a quelques mois de voyage. Et effectivement, avec un gros challenge d'atterrissage parce que c'est quand même une incertitude que ça arrive en un seul morceau. On en a cassé à peu près la moitié. Hein, je crois que c'est un quart. Hein. C'est un quart qui a pu atterrir sur la planète Mars. Donc, c'est 3 quarts qui ont disparu, enfin, de rovers ou de sondes ou de choses qui ont été envoyées sur Mars. Il y a quand même les 3 quarts, que ce soit américains, chinois ou autres, qui ont disparu. Ceux-là, les derniers, en tout cas, Curiosity, il avait une pile
comment dire, à plutonium, hein, de Ouais, mémoire. c'est nucléaire, hein, c'est du nucléaire. Et d'ailleurs, Curiosity, il est encore en activité alors qu'il était prévu voilà, juste pour quelques années. Je ne sais plus en quelle année il a été envoyé, ça fait 5-6 ans hein, qu'il est encore en activité. Et il a explosé le temps de vie qu'ils avaient prévu, quoi. Là, il est encore en activité, il y a toujours une équipe qui s'en occupe, hein. Et d'ailleurs, il y avait même un reportage comme quoi ils pilotaient à distance en télétravail pendant le confinement du Covid. Il y a un reportage il n'y a pas très longtemps. Attendez, je vais me mettre la caméra. Bon, en tout cas, c'est des beaux projets, hein. Regardez, je vous montre très rapidement. Je ne sais pas si on va voir. Voilà. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Il y a une petite structure. C'est sympa. Voilà. Ben, on voit le fameux bras là aussi, hein. Il n'y a pas encore le bras. Il manque un bras devant. Il y a la tête au-dessus. Ouais. Il manque le bras devant. Il y a un bras d'analyse en fait, d'analyse du sol martien qui est devant. Ça, je ne sais pas si je vais les réaliser, hein, parce que c'est encore un peu de boulot. Voilà. Mais là, pour le moment, il n'est pas encore tout à fait au point, mais il approche. Il faudrait que tu le ramènes à l'apéro robot, hein. Bah, dès qu'il va pouvoir rouler. Ouais, non, alors, les moteurs fonctionnent, il y a encore la partie direction et puis la synchronisation de tout ça, quoi. Après, de dire on tourne et on fait des rotations du robot en ayant des vitesses de rotation différentes pour chaque moteur selon l'angle de rotation. Tu veux le faire fonctionner comment? En autonome ou assisté avec une radiocommande? Non, c'est déjà dans un premier temps à télécommande. C'est comme disait, je ne sais plus qui tout à l'heure, dans ce genre de projet, il faut y aller vraiment progressivement. Donc là, même au niveau de la batterie, là pour le moment, c'est un fil. Enfin, c'est pas une batterie, c'est une alimentation externe. Voilà, la suite, dans très peu de temps, c'est pouvoir mettre une batterie. Donc ça, c'est pas très compliqué. Pouvoir faire du Wi-Fi ou des choses comme ça. Pourquoi pas, après, c'est assez simple finalement, après de mettre une antenne 4G pour pouvoir faire de la longue distance. Mais voilà, l'autonomie, c'est encore un autre challenge. Et tu utilises quoi comme moteur? Pardon? Tu utilises quoi comme moteur? Alors dessus, c'est des Pololu, c'est des D37, des 37 mm. Des Pololu, c'est des moteurs en continu normaux. Voilà, avec des cartes d'asservissement qu'il a fallu développer. C'est toi qui les as faites? C'est moi qui fais tout de A à Z. Waouh. Ouais, non, mais je vous ferai une petite présentation. Là, j'ai rien de prêt, là, mais je vous ferai une petite présentation sur. En fait, le gros challenge, c'est aussi de reproduire. Moi, c'était vraiment l'objectif, c'est de reproduire un petit peu d'être fidèle, voilà, d'être fidèle à l'original. Parce qu'en fait, il y a pas mal de rovers comme ça à 6 roues, hein, on voit sur YouTube. Hein. Et d'ailleurs, même le JPL, le jet laboratoire, le jet propulsion laboratoire, plus comme ça. Ceux qui font le rover, hein, pour la NASA, même eux, ils ont mis un projet en open source sur GitHub. Ils invitent à faire ce projet-là. Ils parlent de Raspberry, de système ROS pour asservir tout ça. Ils filent pas mal de billes au niveau mécanique, électronique, informatique, programmation. Mais résultat du compte, c'est pas du tout un robot qui ressemble au vrai, quoi. C'est un robot à 6 roues, mais voilà, il n'y a pas la French touch. Voilà. Donc moi l'idée c'était de reproduire quelque chose vraiment de semblable dans les proportions, quoi. Et de faire un peu du reverse par rapport à ce que donnait la NASA. Parce que ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que la NASA, ils fournissent pas mal de documentation, pas mal de plans, de photos vraiment ultra HD pour pouvoir un petit peu essayer de mesurer les distances entre chaque roue, les angles de chaque. Et là, il est à quelle échelle là? J'ai pas fait vraiment d'échelle, mais finalement, il est à peu près à un quart. Ouais. On avait, avec l'association, on avait participé aux Journées de la Science à Toulouse il y a des années de ça. Et il y avait un Curiosity à l'échelle 1 qui était exposé. Ah, mais je l'ai vu, effectivement. Ouais. Et quand tu es vraiment à côté, là, ça impressionne. Parce que alors là, c'est beaucoup de mécanique. Enfin, moi j'ai pas mal de mécanique, de conception mécanique dans le sens où c'est du dessin 3D, en fait, la reproduction de pièces 3D, puis l'adaptation par rapport au moteur, au servomoteur qu'on veut mettre. Mais ça reste des pièces imprimées en 3D, quoi.
Donc ça reste des pièces qui sont faciles à refaire si on a besoin de les modifier. Je trouve. Là, quand c'est des pièces en acier, c'est un peu plus complexe. D'accord. Du coup, les moteurs, c'est 24 volts, c'est ça? Non, c'est des moteurs 12 volts. Alors, ils existent, la même existe en 24 volts. Ouais. C'est des moteurs 12 volts, mais avec un réducteur dedans qui fait qu'ils ont énormément de couple, en fait. C'est des moteurs que j'ai testés sur des robots à 4 roues motrices, enfin des robots un petit peu tout-terrain, et c'est des moteurs qui grimpent aux arbres. Hein. Il y a pas, c'est vraiment, il y a beaucoup de couples. Ça consomme pas énorme finalement comme moteur, et c'est des moteurs avec des encodeurs intégrés, donc ça leur permet de connaître leur vitesse de rotation et d'avoir des vitesses de rotation différentes pour chaque. Alors, tu as rappelé la réponse que j'ai jamais trop cherché, tu vas me dire, mais les roues, elles ont plein de trous, tu sais, il y a des sortes de personnages un peu partout, mais c'est pas très symétrique. Et je sais pas pourquoi il y a une telle distribution. Alors, je croyais qu'ils ont étudié longuement le roulage et le fait que ça se balade dans une sorte de poudre. En fait, sur les roues de Curiosity, celui qui est actuellement sur Mars, il y a 3 rangées en fait de trous. C'est ça que tu parles, hein, de 3 rangées de trous. Je pense que ces trous-là, ils ont été prévus, je pense, pour évacuer les cailloux qui rentrent dans les jantes, en fait. Le sable, les cailloux qui rentrent dans les jantes. Et en fait, il y a 3 rangées, et chaque rangée, c'est un codage binaire ou un codage de Morse, comme ça. Et en fait, les trois rangées, c'est JPL, en fait, ça correspond au nom du laboratoire, en fait. Ah bon? Ouais, voilà. On les voit là les 3 rangées de roues. Bon, il y a une photo là sur internet, il y a une explication, et en fait c'est du binaire ou du Morse. Morse. C'est peut-être du Morse, ouais. Ah ouais, moi je croyais que c'était une fonction physique, quoi, tu vois. Mais... Ah bah la fonction, moi je pense que la fonction elle est d'évacuer les cailloux qui sont dedans. Ouais, c'est ça. C'est quand même stylé de dire il y a JPL marqué sur Mars. C'est pas mal. Ouais. Voilà, mais alors, pour le coup, sur les nouvelles roues, juste entre parenthèses pour finir, sur ces roues-là, d'ailleurs, il y a sur le rover qui est actuellement opérationnel sur Mars, il y a une roue qui a été cassée parce qu'ils ont pris un caillou. Et il y a des belles photos où on voit la roue qui a été. C'est des roues quand même très fines, forcément, c'est des robots quand même plutôt légers. Il y a une roue qui a été cassée et puis bon, qui continue à fonctionner. Mais sur les nouvelles roues sont un petit peu plus étroites et il n'y a pas de trou, me semble-t-il. D'accord. Et le dessin n'est pas tout à fait le même dessus. Voilà. Mais c'est avec grand plaisir que je vous ferai une présentation plus détaillée. Oh oui. on veut voir. Oui, non, mais déjà, il faut que j'atteigne faut que j'atteigne l'étape où j'arrive à le faire rouler et diriger les roues. Voilà, On attend ça impatiemment. Ok. Bon, nickel. Bon, les DTRE, vous êtes toujours là? Oui, on est toujours là. Ah, ok, super. Bon, on vous remercie en tout cas, les gars, de nous avoir présenté les trucs. Et ce serait sympa de nous faire des petites remontées de temps en temps sur l'évolution de vos projets, savoir quelle orientation vous prenez pour la suite. Parce que là, vous avez ces projets-là pour 1 an, c'est ça? Normalement, ouais. Après, ça dépend justement si, à cause de la crise Covid, du nombre d'effectifs qu'on arrive à accumuler dans l'assaut, justement pour bosser, quoi. Ok. Il y a encore ces problèmes-là dans les systèmes de l'éducation nationale. Bon, on va dire dans le temps normal, écoutez, ce serait bien sympa de voir un peu vos projets évoluer, quelle orientation ça prend et voir où est-ce que vous en êtes dans tout ça. Ça marche. Ça marche. Bon, en tout cas, merci les gars. Merci beaucoup à vous aussi pour vos conseils. Ça va vous être utile pour la suite. Ouais. Très utile. Mais bon courage. Et revenez régulièrement dans les apéros, vous aurez d'autres conseils. Non, mais on accepte l'invitation. Venez, au contraire. Ça serait bien la prochaine fois que ce soit physique, mais moi, pas de problème. Non, c'est l'ordre des choses. Normalement, à la base, les apérobos, c'est autour d'une bière et on discute et on se voit. Là, on est en fin de Covid. En plus, il y a le démarrage des vacances, donc tout le monde n'est pas là automatiquement. Donc,